Victoria, vous êtes donc cofondatrice de la Maison Perchée, qu'on retrouve sur internet maisonperchée.org, une association récente créée par des personnes concernées, pour des personnes concernées, avec notamment comme cofondateur et fondatrice Maxime et Lucille, si je ne me trompe pas, avec une vision holistique et la volonté d'innover. C'est ça. Et parmi vos missions, vous avez effectivement non seulement l'accompagnement, mais aussi de nombreuses autres ambitieuses pour transformer la société. Oui. Petite pression parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des usagers de la psychiatrie dans la salle, peut-être, qui sont mécontents de certaines pratiques encore en cours. Donc, je vais essayer d'être la voix des usagers, mais aussi, évidemment, mon témoignage personnel. Donc, à prendre avec un certain recul. Et donc, oui, la Maison Perchée, nous sommes une association qui venons en aide, mais surtout en entraide aux jeunes adultes vivant avec un trouble psychique. Donc, sur les 4 cofondateurs, il y a Caroline aussi, nous sommes 3 directement concernés par un trouble psychique. Et donc, nous avons fondé notre association sur la pérédance, l'entraide entre personnes avec une expérience similaire de vie et donc, bien souvent, de la maladie. Donc, pour ce faire, on a plusieurs types d'accompagnement, mais ça passe beaucoup par des groupes de parole qui s'appellent les perchoirs. On fait aussi des nids. Donc là, il y a un système en fait de mentoring où une personne va venir à nous. Alors, ça peut être dans la détresse, ça peut être juste après un diagnostic, mais parfois c'est aussi des personnes qui sont diagnostiquées depuis un bon moment. Mais qui se trouvent face à une problématique particulière en fait et qui vont venir demander à échanger avec quelqu'un qui pourrait d'abord les entendre. Et je pense que le mécontentement de certains usagers comme moi vient aussi du fait qu'on ne nous entend pas assez souvent. Donc donner la parole déjà non plus, mais après quand on la donne, il faut l'entendre. Donc voilà, on recueille cette parole et on accompagne. Et puis ensuite, on fait aussi des ateliers. Et alors voilà, pas les ateliers qu'on peut parfois avoir en hospitalisation, qui sont parfois un peu un passe-temps, qui ne préparent pas au rétablissement. On fait des ateliers de l'ordre du bien-être, mais aussi de la pratique. Et en participant aujourd'hui, je me disais, on n'en a pas sur le droit, mais en fait, on devrait en faire sur le droit. Mais on en fait sur les premiers secours psychiatrie et on parlait de l'accès aux droits, et dans les droits fondamentaux il y a dans les droits sociaux il y a on disait qu'on connaît mal les droits sociaux en France. Il y a l'accès au travail, comment on fait, et on parlait de comment faire respecter ces droits de manière pratique. Alors oui, il y a l'accès à un avocat, etc., mais la communauté c'est un levier très fort parce qu'on a l'exemple de personnes qui ont peut-être réussi et qui ont aussi peut-être raté, mais qui peuvent nous dire pourquoi elles ont raté. Et donc, par exemple, dans ces ateliers pour l'accès au travail, on fait du coaching de projet, mais on va faire aussi parfois, où moi j'ai fait des nids avec des personnes qui étaient hospitalisées depuis, qui avaient passé 1 an et demi en hospitalisation, et qui me disaient mais qu'est-ce que je vais mettre sur mon CV, comment je refais mon CV pour postuler, etc. Et ça, en fait, c'est super concret, mais il n'y a personne qui vous l'apprend à l'hôpital, ou même une assistante sociale, si tant est qu'on y a accès. Moi, personnellement, j'ai jamais eu accès à l'hôpital. Ne vous apprend pas ça. Et en fait, ça demande un échange très privilégié, de comprendre la situation et de voir comment on va pouvoir mettre en avant les compétences de la personne, et donc ainsi faire respecter ses droits et lui donner son autonomie, plutôt que de lui coller une étiquette qui la prive de cette indépendance. Vous mettez beaucoup l'accent aussi, c'est l'une de vos missions, sur la déstigmatisation. On en a déjà parlé avec Jean-Marc, mais ça c'est quelque chose de très important pour vous. Oui, alors la déstigmatisation, c'est essentiel, mais ça passe par déjà donc, des actions de communication qu'on fait avec la Maison Perchée, mais ça c'est important que sur la scène médiatique, j'ai envie de dire, on en parle plus, mais c'est surtout... Oui,
le coming out psy. Et je pense que plus il y aura de gens qui font leur coming out psy aussi, voilà, sur la scène médiatique, mieux ce sera, parce que ça, voilà, quand on sait qu'il y a 3% de la population déjà qui est touchée, ne serait-ce que par la bipolarité, la schizophrénie combinée, sans parler des autres troubles psy, il y en a bien plus qu'on ne le montre. Donc ça, je pense que c'est la première chose. C'est important aussi parce que ça donne des modèles qui donnent de l'espoir, en fait, quand on se voit accablé par moment d'un diagnostic ou en tout cas à des moments de rechute, de savoir que d'autres personnes qu'on admire peut-être sont passées par là. Bon, ça, c'est une chose. Mais ensuite, il y a une déstigmatisation qui passe aussi vraiment par la pair-aidance et par les médiateurs de santé pair, je pense, et par l'interaction du personnel hospitalier et des experts au sens théorique, et j'ai envie de dire statistique du terme, c'est-à-dire qu'ils voient X nombre de patients, ils ont vu X nombre de cas, ils ont vu que les chiffres de tel médicament, c'est ça, que l'action la plus courante, c'est ça. Mais nous, en tant qu'usagers, on a un savoir expérientiel et qui commence à être reconnu, mais encore bien trop peu. Et j'ai eu un échange qui m'a marqué assez récemment avec une psychiatre qu'on apprécie à la Maison Perchée, qu'on estime, etc. Qui nous disait mais du coup, c'est super la Maison Perchée, mais qui s'occupe qui tient la Maison Perchée, qui fait fonctionner la Maison Perchée? Et donc on lui dit nous. Donc il y avait moi, il y avait une collègue qui est bipolaire aussi, et elle dit oui, d'accord, comme ça au jour le jour, mais qui fait fonctionner la maison, qui tient la maison, quoi? Nous. Et en fait, c'est une personne qui est psychiatre, qui est au contact tous les jours d'usagers, de personnes vivant avec un trouble psy. Et je pense qu'en fait, il y a le souci de peut-être parfois être tant au contact des personnes dans des moments de crise que c'est un peu ce que vous disiez, on oublie que derrière, en fait, le reste du temps, on aurait pu prendre un café avec eux le matin. Et que nous-mêmes, en tant qu'usagers, on a besoin qu'on nous rappelle ça aussi, parce que si on nous ramène sans cesse à notre rôle de malade ou de fou, c'est pas ça qui fait se rétablir non plus, on a besoin de se projeter. Mais donc tout ça pour dire que voilà, même, je pense, des médecins qui peuvent être bienveillants et de bons thérapeutes en temps de crise, l'objectif devient se lever le matin et prendre ses médicaments. Alors oui, quand on est dans une crise énorme, voir plus loin, c'est épuisant et c'est pas possible et c'est anxiogène. Mais une fois que ça s'est mis en place, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Pourquoi est-ce qu'on prend son traitement? Il nous faut des objectifs. Et je pense que d'avoir un père aidant par au moins type de trouble, par service psy, ça serait une réponse très concrète à la stigmatisation, parce que ça permettrait déjà aux premiers soignants de se rendre compte qu'on est des gens comme eux quand on n'est pas en crise le reste du temps. Et ça, je pense que ça peut faire beaucoup. Et ensuite, en termes de déstigmatisation qui est ni proprement médiatique, ni proprement dans le milieu hospitalier, il y a celle que je fais un peu là, même si c'est un minimum médiatisé, mais qui est celle de tous les jours, et qui est peut-être celle qui fait le plus peur. Donc on observe que dans les personnes qui vont peut-être accepter de déclarer qu'elles ont un trouble, ça va souvent être plutôt des personnes du milieu artistique, parce qu'éventuellement ça peut être attaché à la créativité, etc. Mais globalement, ça reste très rare. Et en créant la Maison Perchée, j'ai un peu... moi, j'ai caché ma maladie pendant des années, et jusqu'à la création de la Maison Perchée, finalement, donc il y a 1 an et demi. Et en créant la Maison Perchée, je pense que je ne m'étais pas réellement dit du coup, je vais devoir dire à tout le monde que... Mais finalement, ça m'a un peu donné un prétexte. Et le fait, en fait, d'avoir caché ma maladie, ça m'a nui. Parce que je n'ai pas pu faire respecter mes droits. Je n'avais pas les droits d'une personne avec un handicap. Je n'avais pas les droits d'une personne avec un trouble psy, puisque personne ne le savait et personne ne devait le savoir. Et ça, il faut quand même vraiment réaliser. Et là, je suis certaine au nom de la majorité des gens de la Maison Perchée pour l'avoir entendu.
la majorité de nos médecins nous disent de ne pas le dire, par exemple, dans l'environnement professionnel, que ça va nous nuire. Bah, évidemment, c'est tabou. Et or, ça, en fait, c'est un effet boule de neige dramatique, parce que je suis presque certaine que je n'aurais pas fini en ce qu'on va appeler publiquement un burn-out, mais qui était en fait aussi, alors certes un épuisement, mais qui était quand même lié à mes troubles psy, parce que je n'ai pas osé le dire, et donc pas pu bénéficier d'adaptations qui sont des droits auxquels je dois avoir accès en tant que personne porteuse d'un handicap, puisque tout simplement, sans malveillance aucune, l'entreprise qui m'employait n'avait aucune idée que j'avais besoin de ces adaptations. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se poussent encore plus à bout, en tout cas, et qui ont encore moins d'aide qu'ils pourraient en espérer, parce que c'est tabou, parce que sinon on ne nous embauche pas. Moi, j'ai vécu la discrimination à l'embauche après la création de la Maison Perchée sur des entretiens, et dans le milieu de la santé, où du coup j'en ai parlé un peu ouvertement en me disant ça va peut-être être un atout, parce que j'ai ce savoir expérientiel, etc. Et finalement, ça fait peur. Et donc, tout ça, ça passe par plus on sera de voix à dire voilà de quoi on est capable. Et parfois aussi, j'aime pas cette vision en soi ultra utilitariste de n'importe quel être humain. Mais parfois, en fait, il faut s'armer de ce que la société attend. Enfin, il faut retourner les armes de la société contre elle-même. Et parfois, moi, j'use un peu de cynisme, finalement, mais on fait, par exemple, à la Maison Perchée, des interventions en entreprise. Donc, tout d'abord, pour parler, évidemment, de la santé mentale en général, du fait que, peut-être, en fait, en vivant avec un trouble psy, si on est effectivement en voie de rétablissement ou rétabli ou qu'on est stabilisé, on a peut-être des enseignements, quand même, à apporter sur la santé mentale, et comment traverser des épreuves psychiques à autrui. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, sur les adaptations qu'on peut faire en école, en entreprise, dans des lieux publics qui aident avec pas mal de troubles psychiques. Donc, ça peut être une réduction des stimuli sonores et visuels, ça peut être... une répartition du temps de travail différente, ça peut être une répartition des jours de congé différente, ça peut être d'avoir des espaces privés accessibles à tout moment, etc. Donc on peut penser à plein d'adaptations, mais en fait, ces adaptations, elles conviennent à plein d'autres personnes. Elles vont convenir à des personnes qui ont des acouphènes, à des personnes qui sont plus dans l'introspection, à des personnes qui ont du mal à se concentrer quand il y a du bruit, à des personnes avec d'autres troubles neuroatypiques, etc. Donc, il est vraiment dommage, en fait, que dans les entreprises, dans les écoles, sur la place publique, on n'ose pas aussi parler de ce que ça peut amener de bon pour tous. Et je prends souvent l'exemple de quand on a fait les abaissements des trottoirs pour les fauteuils roulants des personnes en situation de handicap moteur. C'était le but premier, mais au final, les personnes qui ont des poussettes s'en voient ravies. Si on a des chariots lourds, c'est plus facile. Si on est tout simplement une personne âgée qui traîne ses courses, c'est plus facile. Si on voyage tout le temps, c'est plus facile. Et je prends cet exemple pour dire, mais je pense qu'il y a le même genre d'adaptation qu'on ferait pour les troubles psy qui pourrait bénéficier à tous. Bon, ça, c'est une chose. Et après, par moment, comme je disais, je m'arme un petit peu de cynisme quand je vais parler à ces entreprises, mais ayant moi-même travaillé pendant plusieurs années dans une grande entreprise, au-delà d'être en freelance, j'ai travaillé 4 ans à l'étranger dans une grande entreprise. Par moment, il faut leur parler de chiffres, donc on va leur parler des chiffres d'embauche, du fait que ça évite des taxes, etc. Bon, ça, c'est la partie vraiment la plus cynique. Mais la partie, encore une fois, le revers de la médaille qui peut être plus doré, qu'on ne montre pas assez, c'est puisqu'on on aime bien les statistiques, les chiffres, etc. En fait, il y a des capacités aussi qui sont attribuées, statistiquement connues, allant avec certains troubles psychiques qui existent. Et les entreprises et les employeurs, etc., n'en ont aucune idée. Les usagers eux-mêmes ne le savent pas. Et en fait, c'est des choses qu'on peut mettre en avant parce qu'il y a des endroits dans l'emploi où il y aura des pénuries, en fait. Et donc, si on veut faire valoir son droit à l'emploi, on peut d'autant plus
Dans ce cas-là, aller le cynisme jusqu'au bout et dire non seulement je vous coûte moins cher, mais je suis tout aussi qualifiée qu'une autre personne que vous auriez embauchée. Donc voilà, donc ça, c'est pour rentrer dans le système. Donc c'est la partie cynique, mais c'est comme ça aussi qu'on déstigmatise, parce que c'est une fois qu'on est dedans qu'il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai jamais été autant stigmatisée qu'à l'hôpital. Mon entreprise, quand je suis partie pour me faire soigner, j'ai passé 1 an et demi en arrêt de travail avec une hospitalisation très longue et une hospitalisation sous contrainte. Quand je suis revenue, ils m'ont reprise, ils m'ont redonné un travail, on a réfléchi à des adaptations. Donc certes, j'ai eu sûrement de la chance que ce droit soit respecté, mais parce qu'à ce moment-là, je l'ai dit. Donc j'ai pu user de mon droit. Paradoxalement, l'endroit où je suis allée chercher de l'aide à ce moment-là, qui était l'hôpital, c'est l'endroit où je me suis retrouvée la plus démunie de mes droits. Et là, je pense qu'on touche à autre chose, qui est la prévention. Parce que il y a 2 ans et 17 jours, je me suis retrouvée en... Donc je m'en souviens. Je me suis retrouvée en isolement et j'avais été diagnostiquée quand même déjà 6 ans et demi auparavant. Donc j'avais eu le temps quand même de me préparer, de prendre en charge ma maladie, d'avoir un traitement, etc. Et donc je me suis retrouvée de travailler à Londres avec un emploi, voyager, avoir mon propre appartement, payer mes impôts, tout ça, à être enfermée dans une salle sans savoir pourquoi, combien de temps, personne ne me parle, attachée à un lit, pas d'échange, pas d'explication. Et rien m'y avait préparé en fait. Et pourtant, j'avais vu des psychiatres pendant plusieurs années, j'avais mon traitement. J'ai quand même la chance d'avoir fait des études, d'avoir un travail, d'avoir accès à Internet. Donc je peux, Et en fait, le fait, notamment en plus dans mon cas, j'étais initialement entrée de mon plein gré, sur consentement libre. Donc je me suis encore moins informée, mais dans tous les cas, on aurait pu penser que, étant usagère depuis 6 ans de la psychiatrie, à un moment, on aurait pu m'informer sur si jamais. Et donc on parlait là des directives anticipées au cas où ça recommence. Mais en fait, il faut déjà les directives anticipées au cas où ça arrive, tout simplement. Et aussi, je pense, pour les proches, parce qu'il faut voir aussi les drames familiaux que ça crée, de mettre ce poids de la décision sur la famille quand même souvent. Et si on en a discuté en amont, c'est quand même plus simple que d'en discuter a posteriori, je pense. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais sur le tas, quand on vous appelle parce que votre fille a fait une tentative de suicide et qu'il faut prendre... en fait, c'est soit vous signez, soit c'est encore plus contraignant parce que c'est d'office par l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Et ça, on ne m'a jamais expliqué tout ça, on ne l'a jamais expliqué à mes proches. Et c'est grave, je pense que c'est vraiment... et c'est là aussi où je pense, d'avoir des usagers pairs, en fait, à tout endroit de la société. Donc oui, évidemment dans les lieux d'hospitalisation, mais aussi dans les centres où on peut avoir toute aide sociale ou le genre d'endroit que vous avez pour de l'aide légale, d'avoir des pères aidants, d'avoir des gens qui se sont retrouvés démunis de leurs droits et qui peuvent dire pourtant j'avais un travail, je payais mes impôts, j'étais un membre actif de la société, si c'est ça le badge pour qu'on reconnaisse mes droits. Et ça n'existe plus en fait quand on est en hospitalisation sous contrainte, et même avant ça, sur ce qu'on disait, des droits un peu de base, d'humanité en fait. Il y a quand même, et donc effectivement il y a un manque de moyens, ça c'est clair que ça n'aide pas, et c'est là aussi où je pense que la paire aidance peut être une vraie réponse, parce que c'est exponentiel ce qu'on peut faire avec la paire aidance, puisqu'un père aidant peut en former un autre. Alors, médiateur de santé pair, c'est une formation aussi qui passe pour le coup par l'université, mais déjà, des pères aidants peuvent faire beaucoup s'ils sont bien accompagnés, donc qui ne sont pas diplômés médiateurs de santé pair, mais forts de leur savoir expérientiel qu'il faut entendre. Et
Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. C'est beaucoup, en effet. Merci beaucoup. Une réaction peut-être de l'une d'entre vous? On est toujours sur la question de l'information et de la circulation de l'information, quand vous citiez la question de l'information du tiers, qui, dans les hospitalisations sans consentement, à la demande d'un tiers. Très régulièrement, dans les audiences de contrôle à 12 jours, le tiers, il est prévu que le tiers est convoqué à l'audience. Parfois, il vient. C'est très rare, mais parfois, il vient. Et quand il vient, c'est pour dire quoi? C'est toujours la même chose. Il vient toujours. Quand il se déplace, c'est toujours pour dire la même chose. Je n'avais pas compris. On ne m'a pas expliqué. Personne ne m'a dit. J'ai accompagné mon fils, ma mère, mon frère, enfin n'importe qui, un membre de ma famille, voire parfois mon collègue de bureau on partage le même bureau, et j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Je l'ai accompagné à l'hôpital. On ne pouvait pas le laisser dans cette situation, cette personne. Et là, on m'a demandé de signer un document. Mais personne ne m'a dit ce que c'était ce document. On m'a juste dit, allez, il faut signer. Tout ça dans une ambiance qui est effectivement une ambiance difficile, parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, qui est dans une période de crise. Et donc, il y a quelqu'un qui est dans une posture d'autorité et qui dit à une personne qui accompagne gentiment, il faut signer. Bah, on signe, évidemment. J'ose à peine dire, tout le monde le ferait. Et puis, hop, on a appuyé sur le bouton. Sans savoir sur quel bouton, d'ailleurs. Sans savoir qu'on a appuyé sur un bouton, et quand on comprend qu'on a appuyé sur un bouton, c'est même pas lequel. Et on ne sait pas ce qui a été mis en place, ce qui a été déclenché. Et à chaque fois, en maintenant 10 ans d'audience de contrôle des hospitalisations sans consentement, à chaque fois que j'ai vu un tiers se déplacer, c'était pour raconter la même histoire. Et pour dire, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas me demander à moi de faire ça, que chacun prenne ses responsabilités, ou alors, si je le fais, que je le fasse en conscience et qu'on me l'explique. À tout le moins, on me remet une copie du document que j'ai signé. À tout le moins, on me remet une fiche d'information pour me dire ce que ça va impliquer, ce que j'ai fait. Si j'avais su que je faisais ça, je ne le faisais pas. Ou alors, je le faisais, mais je savais ce que je faisais. Alors que là, j'ai appuyé sur un bouton, je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Et une fois de plus, on retombe dans la même problématique qui est toujours la question de l'information, de la circulation de l'information et de l'effectivité. Vous avez évoqué le fait que vous avez été placé à l'isolement, et pour ce que j'ai compris en contention, cette situation-là, enfin, on ne va pas dire que ça va disparaître, hein, mais les décisions du Conseil constitutionnel qui ont amené à la situation actuelle, qui est une situation de contrôle, le contrôle actuel, qui n'est pas un contrôle systématique des mesures d'isolement et de contention, est une situation qui va changer à partir du 1er janvier prochain. Et là encore, petit aparté sur l'association à laquelle j'appartiens, qui a participé, qui est intervenue volontairement devant le Conseil constitutionnel, puisqu'à partir du 1er janvier, il y aura un contrôle systématique des mesures d'isolement et de contention. Il a fallu s'y prendre à 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a eu une première décision du Conseil constitutionnel en 2020 qui a dit il faut un contrôle, ce sont des mesures privatives de liberté, il faut un contrôle. La loi qui a été votée est passée un petit peu comme ça, en disant oui, il y aura bien sûr un contrôle, mais évidemment un contrôle, comment n'y avions-nous pas pensé plus tôt, mais en mettant des conditions pour ce contrôle totalement, je ne veux pas dire ubuesque, mais extrêmement compliqué. Pas de contrôle systématique. Un contrôle, seulement une liste de personnes qui peuvent saisir dans telle et telle condition. Enfin, un truc, ce qui fait qu'à Paris, depuis que c'est entré en vigueur, avec des textes d'application qui sont entrés en vigueur 4 mois plus tard. Donc tout ça, ça n'existe en gros que depuis avant l'été. Et je crois qu'à Paris, il y a dû y avoir, moins de 5 cas du contrôle indépendant des mesures d'isolement et de contention. C'est absurde. C'est absurde. Ce n'était pas du tout l'idée du Conseil constitutionnel, donc, qui a été ressaisie quasi immédiatement, puisque dès le mois de janvier, une nouvelle procédure a été engagée, et le Conseil constitutionnel s'est reprononcé, toujours au mois de juin, mais 2021, et cette fois en disant
Je n'ai pas été assez claire l'année dernière, où vous aviez fait semblant de ne pas bien me comprendre. Quand je parle d'un contrôle, je veux dire un contrôle systématique. Et ce qui d'ailleurs n'est que qui est dans la lignée de ce que fait toujours le Conseil constitutionnel. Quand il y a une mesure privative de liberté, il exige systématiquement, c'est le cas de le dire, un contrôle systématique. Il n'y a pas de privation de liberté sans qu'à un moment donné, le juge judiciaire, le garant des libertés individuelles, se penche sur la situation et vérifie. Alors, on peut discuter sur la qualité du travail et sur la qualité de ce qui lui est soumis, mais en tout cas, c'est un contrôle qui maintenant va exister. Et à partir du 1er janvier prochain, nous attendons le texte, on ne sait absolument pas encore à quoi il va ressembler, mais en tout cas, il va falloir qu'il existe, il y ait un contrôle systématique. Ce qui veut dire, quand même, que le droit entre un cran de plus. Et qu'à chaque fois que le droit entre un petit peu plus, normalement, les libertés sont un petit peu plus garanties pour des personnes qui en sont privées, puisque, comme vous le disiez, l'endroit où vous vous êtes senti le plus démuni, c'est l'hôpital. Ce qui me semble important, c'est qu'à un moment, on arrive à ce que le droit ne s'oppose pas aux soins, qu'on arrive à travailler ensemble. Donc c'est ça peut-être que le but de se mettre à un moment tous autour de la table et surtout avec des personnes concernées. Voilà, il faut pas que. Je pense que ça doit travailler ensemble dans l'intérêt de la personne concernée. Ensuite, je voulais juste faire 2 ou 3 petites remarques sur tout ce qui a été dit. Moi, j'ai trouvé que, déjà, je vous remercie beaucoup pour le témoignage sur la maison perchée. Et je trouve que l'essentiel, c'est vraiment ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, c'est le coming out. C'est-à-dire qu'on va dépasser la stigmatisation quand on va tous dire on est concerné par la santé mentale. On est concerné non pas parce que ça va nous toucher plus tard un jour, on est concerné aujourd'hui. Quand vous avez dit tout à l'heure aux psychiatres, vous êtes des gens comme nous, mais non, c'est pas des gens comme... Nous, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'à un moment, on est malade, à un autre moment, on ne l'est plus, mais on est tous pareils. Et tout à l'heure, Jean-Marc disait pareil, schizophrène ou supporter du PSG. Je crois qu'on est à la fois schizophrène et supporter du PSG. Et c'est vraiment important qu'on arrive, je trouve, tous, nous-mêmes, à faire notre examen de conscience, c'est-à-dire qu'on soit concernés par la maladie psychique à un moment, qu'on soit militant sur ces questions-là. On a tous intégré cette honte par rapport aux troubles psychiques. On a tous intériorisé l'empêchement de le dire et le fait qu'il y ait un monde qui serait divisé en deux avec les gens normaux d'un côté et puis les malades de l'autre. Ça n'existe pas, cette frontière-là. Et le jour où on va la faire sauter, alors on sera tranquille et on pourra penser une société beaucoup plus inclusive, effectivement, et sans toutes les mesures qu'on dénonce là, quoi. C'est-à-dire que nous-mêmes, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention quand on parle, quand on réfléchit, de se rappeler de ça. On est tous concernés, non pas parce que peut-être ça nous arrivera un jour, mais on est concernés parce que c'est ça, l'humanité, c'est à un moment, on est malade, à un moment on l'est plus, on est tous dans ce sujet-là. Voilà, il n'y a pas que 20% de la population qui est dans ce sujet-là. C'est nous tous qui le sommes. Ça me semble vraiment essentiel. Et puis, en dernier point, je voudrais vous dire aussi, je crois que pour être donc professionnel de la justice, et puis je ne sais pas ce que Laetitia en pense en tant que, pareil, professionnel de la justice, mais nous, on est formés dans le droit comme des techniciens. C'est-à-dire qu'on est formés comme des garagistes qui devront réparer une bagnole, quoi. Et on oublie souvent qu'en fait, ce qu'on doit, plutôt notre objet de travail, c'est la personne qui conduit la voiture en question. C'est pas la voiture. Ce qui fait que tout ce qui est l'écoute, l'attention à l'autre, etc., c'est ça, en fait, qui doit être notre sujet et non pas la procédure. Et dans la santé mentale, les médecins, les soignants ont parfois le même problème, c'est-à-dire que tout le monde est formé comme technicien, alors que notre sujet, c'est l'individu, c'est l'humanité. Et quand on va avancer un peu là-dessus, et que dans la formation, par exemple, de tous, pareil, des gendarmes, on va mettre au premier plan, l'écoute de l'autre. On va beaucoup avancer. Moi, dans les formations, par exemple, que je fais sur la santé mentale auprès des gendarmes, tout le monde, pendant mon intervention, tout le monde parle de ces gens-là. Et à la fin, il y a des gendarmes qui viennent
en me disant, vous savez, ça m'a beaucoup touchée, je suis concernée, j'ai traversé ça. Et ça reste encore secret. Et le jour où il y en a, pendant la formation, qui vont lever la main en disant, je connais moi aussi, j'ai été hospitalisée, je connais, je prends un traitement, ça sera super, on aura vraiment avancé. Oui, je voulais abonder dans ce qui vient d'être dit, juste pour signaler que de ce qui fait la stigmatisation, c'est de ne pas reconnaître la proximité entre les personnes dans leur fonctionnement qui peut être interrogatif pour nous et altéré, et nous-mêmes. Moins il y a de distance dans notre tête entre ils sont comme nous ou ils sont très différents de nous, plus on va vers un travail sur la déstigmatisation. C'est la définition même, réduire la distance qu'il y a dans notre tête entre la représentation de l'autre comme étant identique à la nôtre. Merci Jean-Marc. Non, je pensais juste à ce que vous disiez sur ne pas opposer droit et soin, et qu'ils devraient aller main dans la main. Et je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a... le sujet d'aujourd'hui, au final, c'était initialement aussi le rétablissement. Et le rétablissement, c'est la prise d'autonomie, en fait. Hein. C'est être acteur. Et je pense que parfois, il arrive qu'on exige, on attend en tout cas pour son bien, hein, mais pas mal de choses d'un patient. Donc, de respecter son traitement, de respecter pas mal de cadres de vie qu'on va mettre en place, etc. Voilà, mais je prends un exemple tout bête qui va être prendre son traitement tous les soirs ou tous les matins, de ne pas l'arrêter brusquement, de ne pas changer les doses, de manger sain, d'avoir un rythme circadien régulier, nanana. Et puis on arrive à l'hôpital, donc effectivement il y a des normes en place qui ne sont pas propres qu'à la psychiatrie, qui apparemment compliquent les choses. Mais tout d'un coup, en fait, quand on dit « je ne veux pas prendre ce médicament », alors que depuis des mois, voire des années, on prend un traitement, et donc on est en capacité et on en a sûrement pris plusieurs avant de trouver le bon, donc on se connaît quand même, on a pris les médicaments que les médecins n'ont pas pris. Et moi, je sais qu'on m'a retiré le droit de refuser des médicaments qui m'ont rendu très malade. On va avoir par exemple un accès pareil à de la nourriture voilà, c'est l'hôpital public, c'est gratuit, enfin ça c'est une chose, mais voilà, on parlait avec vous de comment on peut le compléter, etc. Enfin, on peut pas demander d'un côté d'être autonome, de prendre son traitement, de gérer super bien un apprenti, d'apprendre ça, et dès qu'on est hospitalisé, tout est balayé. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment une espèce de rupture, pas forcément entre le droit et le soin, et entre les soignants et les soignés en permanence, mais je pense qu'entre l'état de crise et prendre en considération la vie entière de l'individu le reste du temps et lui rappeler qu'il est cette personne-là, si à ce moment-là on est très déconnecté de soi, je pense que ça c'est hyper important à garder en tête, et je pense que ça c'est quelque chose que les médiateurs de santé pair peuvent rappeler à chacun au sein d'une institution. Quel serait pour vous le mot de la fin ? Alors, le mot de la fin, pression. J'ai évoqué rapidement, mais aujourd'hui je suis là, vous me voyez parler devant vous assez tranquillement. J'ai monté la maison on a cofondé la Maison Perchée il y a 1 an et demi. Il y a 2 ans et 6 mois, j'étais donc à Londres, je travaillais dans une grande entreprise, je suis designer, j'ai un appartement, un chéri, je paye mes impôts. Et pour tous ceux qui sont dans la salle, et soit qui ont été diagnostiqués et qui ne se sont jamais renseignés sur leurs droits, soit qui sont des professionnels du soin, je veux vraiment que vous me regardiez et que vous m'imaginiez dans une salle blanche, sans fenêtre, avec une porte riftée, avec un lit rifté au sol, en blouse opératoire, avec une chaîne dans le dos, attachée sur une table.
pour mon bien, parce que c'est la procédure. Regardez-moi bien. C'est la même personne 2 ans et 17 jours plus tard qui vous parle. C'est la même personne 6 mois après ça qui a fondé la Maison Perchée. Et c'est la même personne qui vous parle aujourd'hui et qui fait marcher la Maison Perchée, qui gagne sa vie, qui se débrouille avec ses galères. Je parle à des gens qui ne sont pas là, par moment. Je vois des gens qui ne sont pas là. Ça m'arrive de ramper par terre. J'ai des hallucinations quasiment chroniques. Et je suis là. Et j'ai, je pense, un discours relativement articulé parce que j'ai à peu près capté votre attention. Et j'espère vous dire ça, pas que pour moi, mais pour tous les usagers qui nous entendent, avec chacun leurs difficultés. Mais que notre droit, c'est pas juste d'exister, de se lever le matin et d'aller se coucher. Notre droit, c'est de vivre, c'est de se projeter, et c'est de demander l'aide à laquelle on a le droit. Et je pense à l'instant en disant ça à ma psychiatre, que je salue si elle me regarde. Quand j'ai demandé l'accès à mes droits handicapés, donc à la MDPH et à l'AH, l'allocation handicap, que je lui ai dit que je voulais le demander, sachant que j'ai découvert que ça existait il y a 1 an et demi en fondant la Maison Perchée. Donc j'étais usagère de la psychiatrie depuis 7-8 ans déjà. Je ne savais même pas que c'était un handicap. Je ne savais même pas que je pouvais avoir cette reconnaissance, cette aide. Et elle m'a dit mais vous renoncez. Et c'est une bonne psychiatre, j'aime ma psychiatre, je la vois toujours. Et donc j'ai complètement craqué pendant cette séance. Et je lui ai dit ben non, c'est l'acceptation. En fait, c'est renoncer à me mettre des bâtons dans les roues. Et ça en dit long sur les peurs qu'on a d'accepter notre trouble et que même les gens qui nous soignent ont peur pour nous, que si on s'en sort à peu près, gardons ça bien au chaud. Donc voilà, le mot de la fin, c'est que il ne faut pas avoir peur de... Enfin, si, c'est normal d'avoir peur, il y a des bonnes raisons d'avoir peur de dire qu'on vit avec un trouble, mais plus on saura à le faire, mieux ce sera. Et surtout, informez-vous sur vos droits, informez vos proches sur vos droits, parce qu'on ne sait jamais à qui ça peut arriver. Moi, je ne m'imaginais pas un jour me retrouver dans cette salle. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez un peu de mal à m'imaginer dedans aussi. Et de participer à ce forum, ça m'a permis de relire beaucoup de textes et beaucoup de choses. Ça m'a montré aussi qu'il y a encore beaucoup de droits qui manquent en psychiatrie. Et pour ça, on a un levier qui est le droit collectif. Et le droit collectif, on le porte tous les jours avec la Maison Perchée, en étant une association. On a le droit de s'associer, on a le droit de manifester, on a le droit de se réunir, et on a le droit de communiquer. Et donc, je vous invite à rejoindre la Maison Perchée. On est à la recherche de pères aidants notamment, mais voilà, on lance plein de programmes. Mais en tout cas, je pense que voilà, le collectif fera la force sur ces sujets. Et je pense qu'il faut continuer de se battre pour plus de droits des usagers de la psychiatrie. Certes, en amont, quand ils sont lucides ou en pleine capacité, mais que tout ça ne soit pas balayé du revers de la main quand ils perdent tout entendement. Et comme vous le disiez très justement, dans un discours incohérent, il y a finalement une vérité qui se cache. Et puis, merci à tous ceux qui nous aident à faire respecter ces droits et nous rétablir. Merci beaucoup, Victoria. En 2005, que le handicap psychique a été reconnu et donc les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, peuvent le reconnaître. Mais elles n'admettent pas tous les droits, notamment la prestation de compensation du handicap, qui serait bien utile dans certains cas. Et là, il faut se battre aussi pour l'obtenir.
Merci madame. Oui, vous avez évoqué la prestation de compensation du handicap qui n'est pas encore forcément attribuée par la MDPH. Encore un sujet que l'on évoquera ultérieurement, mais que vous pouvez encore signaler sur le site du Forum Rétablissement. En tout cas, merci beaucoup Victoria, merci beaucoup mesdames, merci Jean-Marc. Et quant à moi, je vous remercie également pour votre présence à tous ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à vous tous qui nous regardez en vidéo. Et puis, je remercie également au passage à certains qui ont largement contribué à la réussite de cet événement, en particulier Isabelle Miranda, qui est de l'équipe de coordination de la démarche Cap Droit, Bruno Torregrossa, chargé de mission à l'œuvre Falleret, Nicolas François, psychologue clinicien, et puis l'équipe de Mediapsy Vidéo emmenée par son réalisateur Daniel Simonet, et puis tous nos partenaires dont les logos doivent s'afficher normalement sur une belle slide quelque part. Puis c'était évidemment un plaisir pour moi, comme tous les ans. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Au revoir.